je m'appelle Oriane Austin, je suis donc responsable de projet mécénat et engagement citoyen aux entreprises pour la Cité. Vous avez dû vous apercevoir que votre micro était coupé, donc c'est normal. Je vous propose plutôt d'interagir par le chat en posant des questions, des remarques, des commentaires. Vous pouvez activer votre caméra si vous le souhaitez. Ça peut être parfois un peu plus agréable pour nos intervenants. Et puis également, vous précisez que ce webinaire est enregistré. Il y aura un replay à la suite de cela qui sera disponible sur la chaîne YouTube des entreprises pour la Cité. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas les entreprises pour la Cité, nous sommes un réseau d'entreprises investi dans l'innovation sociale. On a été créé à la fin des années 80 par Claude Bébéar, le fondateur d'AXA. Et notre rôle, c'est de mobiliser et d'inspirer les entreprises en matière d'innovation sociale. Nous réunissons actuellement 130 entreprises dans toute la France sur 3 champs de compétences, le mécénat et les engagements citoyens, donc, dont on va un peu plus parler aujourd'hui, l'éducation et l'inclusion numérique, ainsi que l'emploi et la diversité en entreprise. Et vous voyez le logo, nous sommes également porteurs de la Charte de la diversité, initiative volontaire de promotion de la diversité que vous connaissez peut-être. Pour vous dire un mot sur ce cycle qui s'appelle « Engagez-vous pour la Cité », puisque finalement, ce webinaire, c'est le 3e temps fort de ce cycle. Il y a déjà eu 2 temps forts, un qui a porté plus sur le mécénat en mars et un en mai sur l'implication des collaborateurs dans les stratégies d'engagement des entreprises. Aujourd'hui, on va parler de comment fédérer son écosystème pour développer son engagement sociétal. Et puis en octobre et novembre, on poursuivra le cycle avec d'autres thématiques, notamment la coopération avec des entrepreneurs sociaux et comment intégrer l'engagement sociétal dans sa gouvernance et sa stratégie. Ce cycle, donc, c'est un cycle de 5 webinaires, mais également de 5 dossiers PDF qui sont à chaque fois révélés en même temps que les webinaires. Donc, à l'issue de ce webinaire, nous vous transmettrons un dossier d'une dizaine de pages qui reprend des éléments sur la thématique. Je le précise, tous ces webinaires et ces dossiers sont accessibles à toutes et tous, donc vous pouvez les partager très largement, revisionner les replays si vous le souhaitez. Également, vous précisez que ce cycle, il a été rendu possible par le soutien de 5 entreprises qu'on remercie vivement. Donc, je vais les citer. Il s'agit de AXA France, la Fondation Accenture France, la Fondation Groupe Aéroports de Paris, KPMG France et la Fondation Schneider Electric. Donc, merci à eux de rendre cela possible. Nous allons également ce matin, et ils vont se présenter un petit peu plus tout à l'heure, mais je les remercie déjà dès maintenant, entendre le témoignage donc de trois experts du sujet, en l'occurrence Mathieu Bardon, donc directeur de l'engagement citoyen du groupe Aéroports de Paris. Bonjour Mathieu. Luc Bellière, fondateur de Annabelle Group, entre autres, parce que je sais que vous avez beaucoup de casquettes, vous pourrez nous en dire un mot si vous le souhaitez. Et Charles-Benoît Essiec, président et fondateur du Rameau, également qu'on aura le loisir d'entendre tout à l'heure. Bonjour. Bonjour à tous les 3. Alors, je vois que voilà, d'autres nous ont rejoints. Bonjour à toutes et tous pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus récemment. Aujourd'hui, donc, nous allons traiter de la thématique de comment fédérer son écosystème pour développer son engagement sociétal. J'imagine que si vous vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est que soit vous vous demandez qu'est-ce qu'on entend par écosystème, soit vous avez cette envie, en tout cas, de réunir, de rassembler autour de vous, de fédérer, et vous vous demandez comment faire. Ce sont des questions, bien sûr, auxquelles on va répondre juste après. En tout cas, juste pour vous préciser, quand on parle d'écosystème, ici, on l'a vraiment compris comme son écosystème de parties prenantes. En l'occurrence, c'est parties prenantes internes, que ce soit, par exemple, bien sûr, vos collaborateurs, mais également des parties prenantes externes. Donc, ça peut être vos actionnaires, vos fournisseurs, des pouvoirs publics, les collectivités aussi qui gravitent autour de vous, autour de vos territoires d'implantation, vos clients et également les acteurs de la société civile, en premier lieu les associations. Pourquoi on a décidé de traiter ce sujet? C'est parce qu'aujourd'hui, les entreprises ont toute leur place dans la résolution des défis sociaux et environnementaux aux côtés des acteurs étatiques. Il
fort de ce constat, en tout cas, qui pourra être développé par les trois intervenants, on voit de plus en plus d'alliances élargies entre des acteurs de différentes natures, que ce soit bien sûr des entreprises, des collectivités territoriales, des pouvoirs publics, des associations, peut-être même des acteurs académiques, des acteurs de la recherche. Toutes ces alliances, elles contribuent à créer un terreau fertile finalement pour générer des innovations sociales et répondre aux besoins des territoires. Donc, selon les dernières études de l'Observatoire des partenariats du Rameau, ils ont interrogé notamment les entreprises sur leur volonté de faire ensemble. 83% des dirigeants d'entreprise considèrent le jouet collectif, jouet donc J-O-U-E-R, hein, comme nécessaire face aux défis liés aux crises que nous vivons. Donc c'est bien fort de ce constat-là qu'on a eu l'ambition, en tout cas à travers ce webinaire, de répondre à 3 questions. Pourquoi créer ou rejoindre des collectifs d'intérêt général, des alliances d'intérêt général? On verra un petit peu les termes, ils sont divers, mais tout ce qu'on veut dire, c'est bien cette volonté de faire ensemble. Concrètement, comment faire alliance? On verra qu'il y a différents moyens de le faire, différentes échelles aussi. Et puis, vous donner quand même quelques conseils peut-être pour se lancer, pour en tout cas développer ces alliances sur vos territoires ou avec vos différentes parties prenantes. Donc voilà les 3 questions qu'on va se poser ensemble avec les 3 intervenants du jour, que je remercie une nouvelle fois. Et puis peut-être pour commencer, je vous pose la question à vous 3, Mathieu, Luc et Charles Benoît. Est-ce que vous pouvez vous présenter en 1 minute également, donc vous, et puis surtout votre structure également. Peut-être pour commencer, Mathieu? Avec plaisir. Donc, bonjour à toutes et tous. Mathieu Bardon, directeur de l'engagement citoyen du groupe ADP. Notre structuration de l'engagement, c'est justement la création d'une direction interne à l'entreprise. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait courant 2018 et qui s'est parachevé par la création concrète de la direction tout début 2019. Et justement, l'idée était d'inclure dans le business de l'entreprise la dimension d'engagement. Historiquement, on avait une fondation qui existe toujours, hein, qui est très, voilà, qui est notre fer de lance sur des sujets éducation et plus petite enfance, on va dire. Mais à côté de ça, on a également une pratique qu'on appelle le mécénat d'entreprise ou encore le mécénat groupe, qui est vraiment complémentaire et qui va adresser d'autres sujets, avec dans les 2 cas une démarche territoriale. Voilà et donc nous, notre conception de l'engagement, en fédérant des acteurs, c'est, sans doute, le prolongement de notre rôle en tant que, gestionnaire d'aéroport, puisque finalement notre quotidien, c'est de faire travailler des entreprises et pas que des entreprises d'ailleurs, des pouvoirs publics et tout un tas d'acteurs du territoire ensemble. Puisque nous, l'enjeu, c'est que, les passagers, de leur arrivée à l'aéroport jusqu'à leur, montée dans l'avion, ils soient parfaitement pris en charge et ça, c'est une succession de différents acteurs qui répondent à leurs propres enjeux. Donc on va dire que, naturellement, c'est un peu dans nos gènes de faire en sorte que les gens travaillent ensemble et donc dans l'engagement, bien évidemment, on a retranscrit les mêmes principes, puisqu'on y croit très fort et donc nous, tout seuls, finalement, on représente une petite partie, notamment en termes de collaborateurs, de salariés de la plateforme. Par exemple, sur, Roissy, on doit être 3 500 sur 100 000 emplois. Donc vous voyez bien qu'on ne représente pas grand-chose. Donc nous, tout seuls, finalement, on peut pas agir aussi fortement qu'on le voudrait et donc ça nous est apparu évident qu'il fallait absolument fédérer d'autres acteurs autour de nous et que c'est, du collectif que va naître, l'impact. Voilà en 2 mots, pourquoi j'ai le plaisir de prendre la parole avec vous aujourd'hui. Merci Mathieu. Effectivement, vous nous donnerez aussi des exemples assez concrets de comment Avec vous plaisir. pouvez fédérer cet écosystème aéroportuaire. Luc, je vous laisse la parole. Oui, Luc Bellière. Donc, je suis à la tête d'un petit groupe de PME. On est sur la réduction d'impact des industries. Voilà, on fait des capteurs de mesure sur les process, notamment des viscosimètres. Donc, on les conçoit et notre marché est mondial. On fait aussi du négoce sur des appareils de mesure et d'analyse qui permettent de contrôler les process industriels et les eaux de rejet, les effluents. Et puis, on a une activité de maintenance pour l'efficacité énergétique qui permet de réduire les consommations, réduire les pollutions et aussi allonger les durées de vie des équipements, notamment chaudières, fours industriels, échangeurs. Voilà. Et puis, tout ça, c'est partagé, puisqu'en fait, on a un système de distribution gratuite de parts qui fait que
les salariés montent au capital et participent à la stratégie. Et c'est animé par un groupe qui, du coup, c'est une communauté de moyens et de compétences qui s'est mis un peu au service de la collectivité aussi, a ouvert un espace de coworking, fait de l'accompagnement de start-up localement. Voilà, en fait, c'est un engagement aussi citoyen au local sur le bassin de Montargis. Et puis, je pense que les raisons de l'engagement, etc., on y revient tout à l'heure, c'est ça. Tout à fait. Merci, Luc. Charles Benoît? Oui, bonjour à tous. Cher Benoît Hetzig, dont je suis président fondateur du Rameau, qui est un laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun. Alors tout ça peut paraître très complexe, mais ça l'était encore plus en 2006 quand nous avons créé le Rameau. Peut-être 3 axes pour bien comprendre très concrètement ce que nous faisons. Tout un travail de pédagogie sur ces nouvelles alliances qui a été fait, et notamment à travers la boussole de l'ODELI 17, qui est issue d'un travail ministériel que j'ai co-présidé pendant 3 ans. Deuxième élément, de pouvoir mesurer de façon extrêmement concrète où nous en sommes en France et ce que font les acteurs, hein, les citoyens, les dirigeants d'entreprise, les dirigeants d'associations, les élus locaux, les syndicats, les acteurs académiques. Et ça, c'est l'Observatoire des partenariats que nous avons créé en 2008 avec la Caisse des dépôts en partenariat avec le MEDEF et le mouvement associatif. Et puis, troisième étage de la fusée, qui est en fait le premier, nos racines, ce sont les expérimentations, puisque nous sommes un laboratoire de recherche empirique, donc tout ne provient que, j'allais dire, de l'expérimentation que nous avons fait. Alors, je vais vous donner 2 exemples, puisque j'ai la chance et le plaisir d'en avoir 2 autour de la table. Luc Bellière, avec lequel nous sommes en lien depuis 2010, au moment où nous avons lancé notre programme de recherche RSE et partenariat. Pourquoi les PME sont plus en avance que les grands groupes sur cette dimension de RSE, même s'ils n'utilisent pas cette thématique-là. Ça, c'était un programme de recherche entre 2010 et 2015. Et puis, avec nos amis d'ADP qui ont participé au programme Territoire d'avenir en 2015, nous avons ensuite eu la chance de faire une recherche-action avec le secrétaire général de l'époque pour pouvoir se dire comment les 20 ans de Planète Airport vont pouvoir impulser de nouvelles façons de s'engager au niveau du territoire. Et c'était le moment notamment où Augustin de Ramenet, à son arrivée, avait souhaité qu'il y ait une fondation qui soit un peu la vitrine de cette logique-là. Mais bien évidemment, et ça c'était l'élément essentiel, comment la vitrine ne cache pas tout l'ensemble de ce qui est fait. Et le retour d'expérience et l'évaluation qui avait été faite de Planète Airport à l'époque montrer à quel point ADP était extrêmement en avance sur cette question entreprise et territoire, écosystèmes territoriaux, qui aujourd'hui est une évidence, mais en 2016, bien évidemment, pas du tout une évidence. Et donc, je suis absolument ravi d'intervenir avec 2 partenaires avec lesquels nous avons pu faire des recherches-actions qui ont été extrêmement structurantes dans nos travaux de recherche. Merci Charles Benoît, merci à vous 3 pour cette petite présentation. Je disais, le premier thème peut-être que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi créer ou rejoindre des alliances, des collectifs. Mais pour peut-être en préambule, hein, peut-être comment, Charles Benoît, on pourrait décrire ces alliances d'intérêt général. Alors, on parle d'alliances, on parle d'écosystème, on parle de collectif. Voilà, déjà, qu'est-ce que vous préférez comme terme? Et puis surtout, comment vous définissez ces alliances? Peut-être aussi pourquoi vous avez décidé finalement de travailler sur cet angle-là, qui est quand même un des éléments de résolution des défis aujourd'hui sociétaux. Alors, vous avez raison, Oriane, avant de parler du pourquoi, il faut d'abord poser le quoi, hein. Et la question de sémantique est importante et tous les mots que vous avez utilisés sont tous valables. Simplement, la question, c'est de quoi parle-t-on? Puisque si on veut coopérer entre des mondes différents, il faut déjà s'entendre sur le vocabulaire. Donc, alliance et intérêt général. Alliance, il s'agit très clairement de dépasser ce qu'on appelle le contrat échange, hein, qu'est-ce que tu me donnes, qu'est-ce que je te donne, pour pouvoir construire ensemble une réponse face à un défi commun. Ce qui caractérise l'alliance, c'est de dépasser le seul partenariat pour pouvoir avoir l'intention de créer en commun quelque chose qui n'existerait pas si les 2 partenaires, voire plus de partenaires, étaient ensemble, hein. Et bien évidemment, le grand exemple de tout ça, c'est quand les 193 pays des Nations Unies en 2015 ont reconnu qu'un programme systémique à 15 ans serait très compliqué et que les pays du Sud ont exigé des pays du Nord
que soit écrit en une nuit pour pouvoir signer les ODD, ce fameux 17e objectif de développement durable. Comment allons-nous faire ensemble ce que personne ne peut faire seul, hein. Et donc, je tiens à souligner que l'alliance, on ne fait pas alliance pour tout et pour n'importe quoi. On ne fait alliance que, j'allais dire, dans les 10%, c'est théorique, hein, des cas les plus complexes où, en fait, aucun des acteurs seul ne peut répondre. Et là, on va mettre en place un système d'alliance. Donc, bien évidemment, après, ça va s'appuyer sur des éléments de partenariat, c'est-à-dire très concrètement, de coopération, c'est-à-dire dans l'action, et puis, bien évidemment, de systèmes de gouvernance qui vont être derrière. Mais la question d'alliance, c'est vraiment le pari de la confiance, de faire ensemble émerger quelque chose qui n'existait pas avant, et parce que les acteurs sont différents, et plus ils sont différents, eh bien, quelque part, ils vont pouvoir faire inventer une solution ensemble qu'ils n'avaient pas prévue. Et ça nous amène au deuxième point de l'intérêt général, parce qu'on peut faire alliance entre pairs, entre soi. Et c'est très bien, et c'est déjà une étape absolument essentielle. Mais quand il s'agit d'alliance d'intérêt général, et c'est ce que nous décrivons dans la proposition de loi qui a été faite dans le cadre de la mission ministérielle, c'est quand on dépasse l'entre-soi pour faire de l'entre-tous, hein. Et ça, c'est vraiment important. Prendre le risque de l'entre-tous, il faut déjà être soi-même suffisamment mature, suffisamment solide, parce que c'est déjà compliqué de faire en interne ou avec des pairs proches. Mais bien évidemment, quand on prend le risque de l'intérêt général, c'est d'accepter de travailler avec des acteurs qui ne partagent pas les mêmes valeurs, mais avec lesquels on a les mêmes défis, hein, ce que Armand Hatchuel aime bien appeler le péril commun, hein, et c'est comme ça que la loi Pacte est sortie d'ailleurs, hein. Tous ces travaux-là pour dire on peut ne pas être d'accord, on peut ne pas être même en situation de concurrence, mais quelque part, à un moment donné, face à un péril commun ou un enjeu commun, comment est-ce qu'on dépasse ces différences pour construire ensemble le sujet? Et ce péril commun, pourquoi est-ce que Armand Hatchuel aime bien le rappeler? Parce que c'est le fondement de l'économie au XVIe siècle, au moment où finalement on décide dans la navigation que, au-delà des intérêts des uns et des autres, plutôt que de se poser la question quand on a un péril en mer, est-ce qu'on va balancer les matelots ou la marchandise? Eh bien, il est communément admis au XVIe siècle qu'on va d'abord lancer la marchandise. Mais que, puisque l'armateur va perdre tout, eh bien, quelque part, en contrepartie, il sera compensé par sa perte matérielle, puisqu'il vaut mieux sauver des hommes que du matériel. Peut-être que ça nous donne une inspiration pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Charles Benoît. En tout cas, c'est très clair, effectivement, cette définition des alliances d'intérêt général. Et effectivement, maintenant, Mathieu et Luc, je vous propose de répondre à la question de pourquoi vous, en tant qu'entreprise, vous êtes engagé dans cette démarche d'alliance d'intérêt général, puisque effectivement, on l'a vu, beaucoup de dirigeants d'entreprise partagent cette volonté, mais pas tout le monde s'y met non plus. Voilà. Donc, c'est important de mettre en valeur ceux qui font. Donc, Mathieu et Luc, voilà, je vous propose de répondre à cette question de qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans ces démarches d'alliance. Peut-être Mathieu pour commencer. Très bien. Alors j'ai commencé je fais un peu de teasing dans ma présentation, mais comme vous l'avez compris, de notre côté, on est un acteur, du territoire qui à la fois va générer, des bienfaits économiques, de l'emploi, donc des externalités positives, et également des externalités négatives. Donc on sait que, voilà, toutes les entreprises disent qu'elles sont ancrées dans leur territoire. Pour un aéroport, c'est d'autant plus vrai. Voilà, on n'est pas délocalisable, et on sait très bien qu'il y a un impact fort dans les 2 sens. Donc, voilà, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'activité d'un aéroport, de se dire: «On ne peut pas considérer que tout ce qui est en dehors du périmètre, ne nous incombe pas, on n'a pas à s'en occuper». Ça, c'est une première chose, c'est une prise de conscience qui, je pense, a toujours été, là, même si effectivement, on est quand même, on a une montée en puissance, et ça, c'est quelque chose dont on se félicite. Donc la première chose, c'est ça, on évolue dans un contexte dans lequel, avancer seul n'a aucun sens. Y compris dans le business. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait par exemple des prérogatives, on pouvait exercer des missions, notamment auprès des passagers, qui, à l'aune d'évolutions réglementaires ou autres, ont dû être confiées à des entreprises. Ce qui fait que maintenant, on est vraiment un chef d'orchestre. Et donc, quand on a effectivement mis en place la nouvelle fondation en 2015, on a vraiment voilà, posé des bases nouvelles. On s'est dit comment faire pour contribuer au maximum à l'essor des territoires sur lesquels on est implanté. Et on s'est dit que c'était à travers l'éducation qu'on pourrait avoir un levier le plus efficace.
au vu notamment des territoires sur lesquels nous sommes. Et donc, on a choisi cet axe-là. Et puis, assez rapidement, on en a parlé autour de nous, à nos partenaires, à nos clients, à tout cet écosystème-là business. Et on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup partageaient cette vision et cette envie de s'engager. Donc Charles Benoît disait que les PME peuvent être en avance sur les sujets RSE, c'est tout à fait vrai, mais elles sont aussi parfois confrontées à un problème qui est la bande passante, les ressources, le savoir-faire. Et Ouais, donc je la vois. volonté, elle est là très clairement, mais là l'idée c'était de se dire, et là j'en reviens par exemple à, j'évoquerai un prochain exemple que je détaillerai peut-être après, mais je pense au fonds de dotation de la communauté aéroportuaire de Paris qui fédère 24 entreprises des plateformes, quelle que soit leur taille, et ça va de multinationales qui pèsent plusieurs milliards à vraiment des PME sur de la sécurité des biens ou des personnes, par exemple, très petites. Donc l'une des raisons, c'était déjà de se dire que on va fédérer différents acteurs et leur permettre de réfléchir et de mener en commun des actions d'engagement, quelle que soit leur taille. Et ça, c'était une première chose. On a d'autres enjeux qui sont, là on était sur une échelle très locale, mais il y a également une échelle plus globale qui est de fédérer les différents aéroports qui font partie du groupe ADP d'une manière ou d'une autre. Et donc là, c'est coordonner des enjeux, différents acteurs autour d'enjeux sociétaux dans le monde entier, avec voilà, des enjeux assez différents aussi. Donc ça, c'est une impulsion qu'on lance. Donc voilà, le pourquoi, en fait, on ne se l'est pas vraiment posé. Pour nous, c'était juste une évidence de travailler ensemble, d'y mettre des ressources. Et quand on voit les résultats, on regrette absolument pas. On aime bien aussi l'empirique. Je pense que voilà, sur des sujets comme ça, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de faire pour voir. Et voilà, et donc tout ne fonctionne pas. Mais là, en l'occurrence, les actions collectives qu'on a pu insuffler, parce qu'on ne les porte pas, vraiment, on les lance. Et puis ensuite, par exemple, le fonds de dotation, on a passé la gouvernance. On a pris la gouvernance pendant les 3 premières années pour monter en puissance, passer de 8 membres à 24, vraiment donner un premier souffle. Mais maintenant, on a passé la main à d'autres membres. Et ça, c'est notre plus grande fierté, c'est de nous dire qu'en fait, les projets, c'est pas les nôtres, c'est vraiment des projets communs. Et donc voilà tout simplement. Donc la question ne se posait pas vraiment du pourquoi. Pour nous, c'était évident. Merci Mathieu. Luc, même question. Voilà, qu'est-ce qui Oui. vous a poussé à vous engager voilà, dans ces alliances, sachant que je sais que voilà, vous avez de multiples engagements en la matière. Oui, alors je parlais d'un petit groupe de PME, hein, c'est effectivement au total c'est 35 personnes, donc c'est effectivement petit. Et comme dans toute petite structure, il y a beaucoup de choses qui sont liées au sens de la responsabilité et de l'engagement du dirigeant. Donc moi qui est un petit peu dans mon ADN de toute façon. Alors ensuite, contrairement à Mathieu et à DP, Annabelle Group n'a pas de marché local sur notre terrain. On est basé à Montargis et nos marchés sont, alors pour la maintenance, essentiellement en région parisienne et puis, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, au niveau international. Mais je crois fortement qu'on ne construit pas une entreprise dans le désert, que le mythe de l'homme qui se fait tout seul et qui ne doit rien à personne est complètement erroné et même dangereux et que une entreprise, elle se crée aussi avec des gens qui ont bénéficié d'éducation, qui bénéficient de soins à l'hôpital, qui bénéficient de routes pour accéder à la fois à l'entreprise et aux clients et puis aux fournisseurs. Donc en fait, il y a une vraie responsabilité de l'entreprise à participer à un fonctionnement local. Quand on est une PME, nous, comme disait Mathieu tout à l'heure, effectivement, nos moyens sont limités à la fois en termes de ressources financières et à la fois en termes de compétences. Et je crois depuis toujours fortement à la valeur d'entraide et de coopération. Et que quand on est une PME, on peut avoir des actions spot sur un terrain. D'ailleurs, beaucoup de PME le font. Mais si on veut vraiment avoir un impact majeur, il faut se regrouper pour avoir une stratégie d'aide et d'agir sur la réduction des fragilités de son territoire. Parce qu'encore une fois, si son territoire va mal, c'est difficile de recruter. Si c'est difficile de recruter, c'est difficile de se développer. Enfin voilà, c'est tout un cercle vicieux. Donc, comment est-ce qu'on arrive à plusieurs à recréer une spirale positive qui nous permet progressivement de faire aller notre territoire un peu mieux et du coup aider nos entreprises à aller mieux aussi.
Merci Luc. On a commencé à évoquer certains types d'alliances, hein. Vous avez évoqué des collectifs de PME. On parlera un peu plus tard d'autres types comme des PTCE notamment. Le mot peut faire peur, on vous expliquera ce que ça veut dire, bien évidemment. On a aussi parlé de fonds de dotation. Charles Benoît, finalement, quel type d'alliance est possible en fait quand on parle de fédérer son écosystème? Quel type d'alliance d'intérêt général existe? J'imagine que vous avez un petit peu catégorisé, voilà, pour donner un aperçu. Oui, bien sûr, puisque dans l'objectif de l'Observatoire des partenariats, et notamment dans le dernier plan quinquennal, c'était de pouvoir mesurer de façon extrêmement concrète les impacts de ces coopérations. Et ça nous a permis de voir que les entreprises, entre 2015 et 2021, sont passées de 36% des entreprises qui développaient des coopérations d'intérêt général à 57%. Alors, vous imaginez bien que si elles sont passées de 36% à 57%, donc on a passé, j'allais dire, on a changé de cap, hein, c'est-à-dire qu'avant, il fallait convaincre pourquoi il fallait faire. Aujourd'hui, la question est comment il faut faire, puisque l'ensemble des entreprises, en tout cas, une grande majorité, l'enjeu a complètement changé de camp. Et d'ailleurs, la charge de la preuve a changé de camp. La question n'est plus aujourd'hui, il faut convaincre pour faire, c'est si je ne fais pas, il faut convaincre pourquoi je ne fais pas. D'accord ? Et on voit bien que la raison pour laquelle les entreprises se sont engagées, c'est très clair, c'est une question de valeur, c'est une question de création de valeur d'un côté et de frugalité de l'autre. Et je vous invite à regarder et à prendre connaissance du Juriste Association sur les modèles socio-économiques, hein. On publie tous les ans, depuis maintenant 11 ans, un dossier annuel sur les modèles socio-économiques d'intérêt général. On voit bien que si les entreprises s'y sont engagées, c'est pas seulement, ça ne veut pas dire que c'est pas aussi, mais par solidarité, et c'est pas seulement, ça ne veut pas dire pas du tout pour des questions de responsabilité ou de RSE, c'est d'abord et avant tout parce que ça crée de la valeur, hein, et que l'entreprise, elle est faite, et la loi Pacte le dit très clairement, pour créer de la valeur. Et donc, quelque part, cette valeur, elle peut se traduire de 4 façons extrêmement concrètes, et on voit dans les pratiques de l'entreprise que l'entreprise l'a totalement compris, même si elle ne le dit pas comme ça, même si elle ne le formalise pas comme ça, et ça c'est un autre sujet, entre les TPE, les PME, les ETI et les grands groupes, l'action est réelle dans chacun de ces 4 tailles d'organisation, mais ce n'est pas le même vocabulaire, hein. Je reviens sur la question de la sémantique, elle est importante, ce qui a du sens pour l'un peut ne pas avoir de sens pour l'autre, alors que l'action est la même, toute proportion gardée, parce que, effectivement, comme l'ont très bien dit Luc et Mathieu, en fonction de la taille, on n'a pas le même rôle, hein. Mais 4 dynamiques se sont mises en place. 54% des entreprises françaises aujourd'hui pratiquent finalement des partenariats de pratiques responsables, c'est-à-dire comment dans mon processus, je vais intégrer la dynamique de faire alliance avec d'autres, pas seulement d'être dans un contrat échange, mais pour justement créer de la valeur complémentaire. Et Luc disait très bien comment on va pouvoir notamment réduire les fragilités dans mon territoire. C'est des questions d'achat responsable, c'est des questions d'insertion, c'est toutes ces questions-là. 54% des entreprises le pratiquent. Donc vous voyez bien que si 54% des entreprises le pratiquent, c'est que ce n'est pas simplement les grandes entreprises, nos 500 grandes entreprises, ni même nos 5800 grandes ETI, hein. C'est bien une proportion très importante des 1 500 000 entreprises employeuses, puisque je rappelle qu'on parle souvent de 5 millions d'entreprises en France, mais il n'y a qu'1 500 000 entreprises employeuses. Donc parlons de celles-là, c'est-à-dire celles qui ont des salariés, très concrètement. Deuxième étage de la fusée, et quand je dis deuxième étage, il n'y a pas d'ordre protocolaire où c'est pas mieux ou moins bien de faire. C'est simplement la complexité de la mise en œuvre est plus complexe, d'accord? Et donc c'est une question de maturité, pas c'est bien de faire ou pas bien de faire. Il faut pas, quand on n'est pas Renaud Lavillani, il faut pas essayer de sauter de 6 mètres à la perche, d'accord? Sinon vous risquez de vous planter la perche dans le pied. Donc le deuxième étage, et on voit très bien d'ailleurs le décrochage, qui n'est pas un décrochage négatif, mais 28% des entreprises font de la coopération économique avec des acteurs non économiques, c'est-à-dire avec des collectivités territoriales, avec des structures, avec des associations d'intérêt général, avec des acteurs académiques. Donc on est là dans un business model intégré, c'est-à-dire comment on va inventer des produits et services dont une part de la valeur va venir d'acteurs d'intérêt général. Et on pourra y revenir parce que c'est tout l'enjeu de la proposition de loi qui a été déposée. On était encore au cabinet de la Première ministre récemment, puisque comme vous le savez, il y a un projet de loi
sur le partage de la valeur, et il se trouve qu'un dirigeant d'entreprise bien nommé, puisque c'est Luc, le soir même où ça avait été présenté au Conseil des ministres, a dit à la Première ministre, oui, très bien le partage de la valeur en interne, mais qu'est-ce qu'on fait du partage de la valeur avec les territoires? Et c'est le cœur du sujet de cette dimension-là qui nous amène à la troisième forme d'engagement, qui sont 26% des entreprises, sont des partenariats d'innovation sociétale. Alors, je dis bien des partenariats d'innovation sociétale, c'est-à-dire on va inventer la solution ensemble. C'est pas j'ai une solution, tu as une solution, on l'assemble, ça c'est la coopération économique, comme le fait très bien par exemple nos amis de l'Alliance dynamique du groupe La Poste, mais on va inventer la solution. C'est-à-dire tu as une partie, j'ai une partie, on ne sait pas encore comment on va l'assembler, mais on va inventer l'assemblage ensemble qui va faire en sorte que 1 plus 1 égale 3. 26% de nos entreprises françaises. Donc vous voyez bien que ça dépasse de très très loin le seul action des grands groupes, même si bien évidemment c'est très important parce que c'est plus visible ce qu'ils font. Mais nos PME et TPE sont aussi dans cette dynamique-là. Et puis le dernier point qu'il ne faut pas surtout pas oublier, c'est le mécénat sur lequel on est passé, j'allais dire, d'un mécénat très interne, hein, comment on mobilise les salariés, etc., à un mécénat de défrichage de l'intérêt général ensemble sur le territoire. L'entreprise, ses salariés, les acteurs de l'écosystème, comment on fait ensemble sur ce sujet-là. Et je voudrais finir par deux exemples qui m'ont beaucoup marqué. C'est bien évidemment au moment du passage de relais entre Augustin de Romanet et Patrick Pouyanné en 2021, le 12 janvier 2021, pardon, le 11 janvier 2021, je me souviens très bien, en présence du ministre de l'Éducation nationale, ce que disait Mathieu sur le fait que ADP est vraiment un acteur qui crée de la coopération et sait transmettre après, ça s'est vraiment senti. Et le discours des deux présidents et du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, à ce moment-là, ont vraiment résonné. Il s'est passé quelque chose en 2018. Et d'ailleurs, quand nous sommes reçus quelques semaines après au cabinet du président de la République, on voit bien que ça a marqué. Hein. Donc c'est par l'action que ça marque. C'est pas par les mots, c'est pas par les règles, c'est pas par les normes, c'est pas par les lois, c'est par l'action. Et ça rassure l'action. Et j'en finirai par l'autre exemple que je voulais citer, bien évidemment, mais il le développera bien plus. Quand une entreprise, de son engagement, crée une association d'entreprises, de PME et grands groupes sur son territoire et qu'ensemble, ils créent un PTCE, bien évidemment, vous comprenez pourquoi est-ce que les Français, les dirigeants d'entreprise, les élus locaux et les responsables associatifs, unanimement à plus de 70%, considèrent qu'aujourd'hui, ces alliances, à la fois, elles créent de la valeur économique, et à la fois, elle réduit les fragilités. Et c'est très intéressant parce que ce qu'a démontré de façon extrêmement concrète l'étude d'impact 2018-2022, 21 études statistiques, 1000 exemples inspirants recensés, 7 débats nationaux, 50 débats territoriaux, c'est qu'aujourd'hui, nous avons réellement une réconciliation entre l'économie et l'intérêt général. 150 ans de combat sont aujourd'hui derrière nous. Ne nous trompons pas de combat. La question n'est plus là aujourd'hui. La question est comment on fait concrètement, parce que les pionniers que vous avez autour de cette table, bah, bien évidemment, on ne fait pas, c'est comme en physique, vous savez, hein, Fleming a la pénicilline dans l'éprouvettes, mais pour que la pénicilline se développe largement, c'est pas par une succession de tubes à essai. Donc il nous faut réinventer les infrastructures, il faut réinventer l'ensemble des logiques, et notamment, je citerai un des exemples très inspirants, bien évidemment, qu'a mis en place l'État, ce sont les entreprises s'engagent, puisque quelque part, derrière le discours du président de la République de juillet 2018, qui en fait donnait autorisation à la loi Pacte, quelque part, première fois que le président de la République en France dit les entreprises ont le droit de siéger sur l'intérêt général. Ce discours est aussi structurant que celui de Lionel Jospin en 2001, quand Lionel Jospin avait dit le monopole de l'État de l'intérêt général est maintenant partagé avec les associations d'intérêt général. Eh bien, ce discours, j'allais dire révolutionnaire de 2018, il s'est incarné par la loi avec la loi Pacte, comme vous le savez, et toutes les entreprises ne sont pas des entreprises à mission demain, mais ça veut dire que ça autorise toutes les entreprises à considérer que contribuer à l'intérêt général n'est pas simplement une question de mécénat ou de solidarité, mais c'est aussi une question d'engagement tel que le décrivait Mathieu, c'est-à-dire au cœur de l'activité d'entreprise.
Merci Charles Benoît. Effectivement, c'est aussi bien l'intention de ce cycle entre Engagez-vous pour la cité, où effectivement, vous avez raison, on est tout à fait centré sur le comment et plus sur le pourquoi. C'est aussi, je pense, ce qui anime les entreprises membres du réseau des entreprises pour la cité. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que les 4 types d'alliances qui ont été mentionnés par Charles Benoît sont repris dans le dossier PDF qui vous sera, dont le lien vous sera transmis juste après ce webinaire. Également, petite précision, si vous avez des questions pour Charles Benoît, pour Luc ou pour Mathieu, vous pouvez tout à fait les mettre dans le chat. On prendra un petit peu de temps à l'issue de ce webinaire pour y répondre. Sur le comment, justement, Mathieu, vous avez commencé à développer certaines actions. Je sais qu'il y en a d'autres. Vous avez effectivement un petit peu ce rôle de pionnier notamment sur la plateforme aéroportuaire de Paris et à l'international. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots peut-être justement sur le fonds de dotation que vous avez initié et puis, il me semble, une initiative aussi commune, plutôt cette fois liée au recrutement dans votre secteur. Alors déjà, juste pour revenir en 2 secondes sur ce que disait Charles Benoît, j'y souscris totalement et sur le comment, il faut quand même se dire que, cette notion de pourquoi et de, légitimité des entreprises qui est aujourd'hui, acquis, je pense pour tous, d'intervenir sur ce champ d'activité, honnêtement, il y a quelques années, c'était pas le cas du tout. Je sais que notamment les débats quand on a créé une direction de l'engagement citoyen, où on nous disait à l'époque, «Il vaut mieux rester sur une fondation la plus éloignée possible de votre core business pour être sûr qu'il y ait pas aucun lien entre les 2. Nous, on avait une vision plutôt pragmatique qui était de se dire, au contraire, si on trouve des synergies entre l'intérêt de l'entreprise, le business, l'intérêt social, comme on dit juridiquement, et l'intérêt général, c'est là où il y a une vraie force. Mais ça, il y a encore quelques années, quand on échangeait avec des pairs et qu'on disait ça, des fois, on passait un sale quart d'heure. Donc, je pense que les choses avancent et que maintenant, effectivement, l'entreprise est pleinement reconnue et il n'y a plus cette diabolisation qu'il pouvait y avoir. Donc ça, c'est la première étape du comment. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, pour créer des actions comme ça qui ont du sens et qui embarquent différents types d'acteurs, il faut que la confiance soit là. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement structurant et important. Ensuite, fort de cette confiance, effectivement, on a quelques exemples de structuration. Donc le fonds de dotation que j'évoquais, donc là, c'était effectivement comment embarquer la communauté aéroportuaire autour de sujets d'intérêt général. L'idée, c'était donc un fonds de dotation avec un ticket d'entrée assez modeste pour permettre justement à tout le monde, quelle que soit sa taille et ses moyens, d'y adhérer. Et ensuite, on peut éventuellement abonder sur des sujets. On fonctionne avec un appel à projet. Et pour vous donner juste 2 exemples concrets de ce qu'a produit ce fonds de dotation, j'en ai 2 en tête. Le premier, ça faisait écho aussi à ce qui a été dit tout à l'heure, c'était le fait de confier la réalisation de son site web à Eden School, qui est une association à Villeurbanne et désormais à Paris, et qui est une école de codage pour les jeunes dès la 4e. Et donc, voilà, donc le fonds a pu confier la réalisation de son site et ainsi contribuer aux activités de cet asso qui a cette façon de fonctionner. Et la deuxième chose, qui est vraiment la plus emblématique, c'est le fait de déployer le programme Stop Illettrisme sur nos plateformes. Et donc là, Stop Illettrisme, le programme en lui-même est déjà un partenariat, puisque on est sur un programme de lutte contre l'illettrisme salarié. Et donc pour ça, en fait, le modèle, c'est qu'on identifiait sur la plateforme des entreprises qui pouvaient avoir dans leur rang des personnes qui souffrent d'illettrisme, qui du coup, sur la base de volontariat, à la fois recevaient des cours de français par des professionnels et étaient également épaulés par des collaborateurs d'ADP qui allaient donner de leur temps chaque semaine sur leur lieu de travail pour, alors soit reprendre un peu d'éléments techniques, soit tout simplement booster leur confiance en eux, échanger avec eux. Et ça a très bien marché. Et là, on voit clairement une synergie entre un acteur du coup associatif qui apporte son savoir-faire et 2 acteurs du coup privés qui sont dans une relation de client-fournisseur, j'ai envie de dire, et qui font que des collaborateurs qui se croisent vont peut-être se saluer rapidement comme ça le matin, mais n'auront aucune raison d'interagir et aucune opportunité de le faire, qui vont le faire du coup, et ça crée des liens forts. Donc là, on est vraiment sur un exemple, un double exemple de synergie, et on en voit les vertus puisque le programme marche extrêmement bien. Le plus dur étant de trouver des candidats, puisque il faut une sacrée dose de courage et de confiance en son employeur pour oser annoncer qu'on souffre, qu'on est en situation d'illettrisme et qu'on souhaite se faire aider. C'est très compliqué. Et donc là, on voit encore une fois, c'est ce que je disais en préambule, que la confiance dans tout ce type de démarche est absolument centrale et primordiale. Dans les autres exemples, effectivement, AeroWork, c'est donc une association qu'on a lancée qui, alors fédère un petit peu la même communauté, mais un peu plus large.
Cette fois-ci, l'idée était de nous dire que l'accès à l'emploi est quelque chose de pas simple, surtout dans la période post-Covid, avec voilà, peut-être une envie un peu différente. Enfin bref, toujours est-il que c'est pas évident. Donc on a d'un côté de forts besoins et d'un autre côté des personnes sur nos territoires qui ont des difficultés à trouver du boulot et on se dit comment faire pour faire matcher un petit peu tout ça. Donc, on crée une association à laquelle ont adhéré vraiment une grande partie des acteurs de la plateforme. Et l'idée, c'est que sans CV, sans lettre de motivation, rien qu'avec un site internet qui est en fait une web app, et des questions qui sont des questions, on va dire comme un test psychologique, tout simplement, qui vont permettre de définir un peu le profil de la personne, on va proposer des offres d'emploi, mais qui peuvent être chez n'importe lequel des membres de l'association. Donc, ça peut être chez ADP, mais comme je vous le disais, on n'est vraiment pas le plus gros employeur de la plateforme. Et donc, ça peut être voilà, travailler dans l'accueil, dans la sécurité, dans la maintenance, dans la logistique, dans toutes ces choses-là. Donc là, c'est encore un exemple de comment on fédère finalement des acteurs d'un écosystème. Et ça, c'est clairement quelque chose qu'on ne peut pas faire chacun parce que ça veut dire que pour avoir accès à cette base-là, il faudrait que les candidates aient potentiellement 150, auprès de 150 entreprises différentes. Donc là, on voit encore une fois que c'est l'union qui va faire la force. Dans les autres exemples, on a également, alors ça, c'est pas nouveau du tout, ça a maintenant plus de 25 ans, c'est les maisons de l'environnement. Et donc là, c'est une émanation vraiment concrète de notre volonté de faire des lieux d'échange entre tous les acteurs du territoire. Il y en a donc une à Orly et une à Roissy. Ce sont des lieux ouverts au public. D'ailleurs, je vous invite à y venir si jamais vous passez par là. On vous accueillera avec grand plaisir. Et donc, ce sont des lieux vraiment ouverts, qui sont mobilisables, qui sont privatisables par les associations pour faire leur AG, par exemple, qui peuvent héberger des événements culturels, qui peuvent accueillir des scolaires dans le cadre de visites de l'aéroport, qui peuvent accueillir les élus locaux aussi, quand on va faire des actions voilà, de sensibilisation ou des tours de table, les riverains, pour leur expliquer un petit peu ce qui est fait pour réduire au maximum les nuisances, l'aide qu'on peut leur apporter dans l'insonorisation de leur logement, des choses comme ça. Donc voilà, typiquement, ce genre d'action, on est vraiment dans des lieux dédiés à l'échange et aux partenariats locaux. Comme je vous le disais, au niveau international, il y a le fait de coordonner ce qu'on appelle nos assets, c'est-à-dire les aéroports, soit que l'on contrôle parce qu'on a gagné un appel d'offres, soit dans lesquels on est au capital. Et donc là, l'idée, alors là, c'est plus subtil parce que bien évidemment, on peut simplement proposer des choses et on n'est absolument pas dans une approche top-down qui voudrait que Paris va expliquer à Madagascar, au Chili ou en Croatie comment faire du mécénat. C'est pas du tout l'idée. Donc on est vraiment sur de l'incitatif. Et on leur propose de faire des actions ensemble. La première, du coup, c'est assez récent, cette nouvelle approche, enfin, cette nouvelle vitesse qu'on a passée. Et donc là, c'était l'organisation d'une Giving Week en fin d'année dernière, donc Giving Tuesday en France, et chacun se l'est approprié. Et ce qui est génial, c'est de voir justement que ces différents acteurs qui ont un même but commun ont des moyens totalement différents de les atteindre. Et donc chez nous, c'était du don de livres à Bibliothèques sans frontières. En Jordanie, c'était du don de temps avec du mécénat de compétences et par exemple des collaborateurs qui ont été apprendre à des personnes à cultiver leur jardin pour être autosuffisants en termes de fruits et légumes, voire même partager avec leurs voisins et pourquoi pas en vendre un peu leur production. Donc voilà, donc le don en Croatie, c'était des donation corners où en fait des associations partenaires venaient expliquer aux passagers ce qu'ils faisaient. Donc c'est ça qui est intéressant aussi dans ce type de coopération, c'est que finalement, nous, on avait une idée, une approche de ce qu'on allait faire, et quand on voit comment c'est récupéré par les différents acteurs, en fait, c'est absolument génial et hyper enrichissant, puisque moi, ça me donne des idées, et moi, j'avoue que le corner en aérogare, ça me plairait beaucoup, et donc ça me donne justement de manière empirique un précédent. Donc voilà un peu quelques exemples de synergie. Alors c'est vrai qu'on est beaucoup quand même sur des synergies, là dont je vous parle, entre entreprises, mais encore une fois, les tailles et les secteurs d'activité très divergents font que c'est déjà quelque chose d'assez intéressant et enrichissant, puisque encore une fois, d'avoir les points de vue de tous, bah, c'est vraiment comme ça qu'on challenge une idée et qu'on avance. Merci Mathieu pour ces illustrations très concrètes. J'espère que ça aura aidé, en tout cas ceux qui nous écoutent, à voilà, comprendre un petit peu mieux en quoi ces alliances peuvent être utiles au territoire. Luc, est-ce que de même vous pouvez nous présenter vos initiatives? Donc vous avez parlé d'un collectif de PME, il me semble qu'il s'appelle Percé 3C, et d'un PTCE. Alors déjà, qu'est-ce qu'un PTCE? Je pense que ça pourrait éclairer nos auditeurs. Et puis voilà, qu'est-ce qui vous anime à travers ces alliances? Alors oui, on va revenir un petit peu à PRC3C d'abord. C'est pas un collectif que de PME, hein, puisqu'en fait c'est un collectif d'associations, d'entreprises et d'associations d'entreprises. Et initialement, alors
pour dire, moi, ça fait 20 ans que je me suis rendu compte que les entreprises allaient faire face à des mutations importantes et qu'il fallait les préparer à ces mutations, hein, sociales et écologiques, et notamment écologiques. Donc, dans les années 2000, j'avais un peu parcouru la France pour essayer d'expliquer que l'énergie allait augmenter, quel impact ça allait avoir sur leur business model, enfin, voilà. Et puis, bah, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut faire quelque chose aussi localement sur la région et sur le bassin, et que beaucoup de PME se retrouvent face à des murs, hein, enfin, quand une imprimerie imprime des tracts publicitaires pour les supermarchés qui maintenant font tout en numérique, et ben oui, c'est un manque d'anticipation, et donc Percé3C, ça a été vraiment créé pour ça. Et Percé3C, ça veut dire pour l'engagement et la responsabilité sociétale des entreprises et l'économie circulaire, coopérative et collaborative. Donc on est vraiment sur la circularité et la coopération. Et donc la circularité et la coopération sur le territoire, en fait, c'est l'écologie industrielle territoriale. C'est comme ça que ça s'appelle aujourd'hui. Ça s'appelait la symbiose industrielle quand ça a été créé au Danemark, mais voilà, maintenant c'est comme ça. Et donc, on a beaucoup travaillé avec ces associations. Alors, pour vous dire, aujourd'hui, on a une cinquantaine d'adhérents, mais dans ces 50 adhérents, on a toutes les associations d'entreprises locales, donc le Centre des jeunes dirigeants, les entrepreneurs dirigeants chrétiens, l'association de la zone d'activité de Villemandeur, qui est la principale du coin. On a des clubs d'entreprises, des communautés de communes qui sont autour de l'agglomération. Et puis même le MEDEF local a adhéré à notre association. Donc, bon, si je retire le MEDEF, parce que je ne connais pas le nombre d'associations, mais on représente entre 100 et 150 entreprises aujourd'hui, de toute taille, pas que PME. Hein, pour vous dire, on a Hutchinson, donc, qui fait partie du groupe Total, mais qui est quand même un gros groupe. Et on a aussi un certain nombre de TI. C'est intéressant de voir que tout le monde peut se mettre autour de la poste, autour de la table. Je dis, non, parce que la poste est adhérente aussi, c'est pour ça. Mais et d'agir. Et quand on a commencé à travailler, hein, donc on voulait travailler sur les flux matières, les flux de compétences, donc les ressources humaines et autres, les mobilités, et puis aussi le partage d'énergie. Donc c'était vraiment nos thématiques et de ressources, en fait, le partage de ressources, énergie, eau. Mais quand on a commencé à travailler sur les flux matières et notamment les déchets, on a choisi deux thématiques qui concernaient toutes les entreprises de toute taille, que sont papier-carton et puis les équipements électroniques en fin de vie. Et là, on a tout de suite créé une filière de collecte, de récupération et de recyclage, de démantèlement et puis de revente, et éventuellement des équipements. Donc, et en identifiant ce qu'il y avait déjà sur notre territoire et en leur faisant prendre une autre dimension. Donc une entreprise, Gatineau en transition, qui reconfigurait les ordinateurs, un chantier d'insertion qui démantelait, une ressourcerie qui pouvait faire la revente. Et en faisant ça, on a créé une dynamique extra-entreprise avec des associations et quelques structures de l'ESS. Et on a vu le potentiel, quand on se met autour de la table, le potentiel d'action. Et quand il y a eu un appel d'offres donc du ministère pour les PTCE, donc les pôles territoriaux de coopération économique, eh bien on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire sur tous les autres projets qui sont en gestation. Donc on a appelé toutes les structures d'insertion du bassin, qui sont venues très rapidement autour de la table parce que la confiance était établie. Et pourtant des structures qui parfois ne se parlent pas parce qu'elles s'estiment concurrentes. Et aujourd'hui, alors aussi parce que je préside le conseil de développement au départ de l'agglomération et maintenant du PETR, du pôle d'équilibre territorial et rural qui regroupe l'agglomération et les 3 communautés de communes autour. Et que au fil des ans, on a réussi à cultiver la confiance. Hein, et donc, en 15 jours, on s'est réunis et on a fait un dossier. Et puis, finalement, on a été labellisé par le ministère, ce qui nous a permis d'embaucher. Et aujourd'hui, le PTCE, eh bien, c'est
Alors notre travail, c'est pas de financer des projets, c'est de nos participants, mais c'est vraiment sur des projets existants oui, enfin on va dire sur des projets existants, c'est de ramener de la coopération avec les entreprises, aujourd'hui avec les collectivités, parce que les collectivités maintenant adhèrent à PERC3C. Donc on a vraiment réinversé la vapeur. Au départ, c'était vraiment qu'une association d'entreprises. Aujourd'hui, c'est une association d'entreprises, d'associations, de collectivités et même d'académiques, puisqu'on a l'Institut des territoires circulaires aussi qui participe, et puis le Rameau participe à nos travaux. Enfin, on est un petit peu laboratoire expérimental finalement. Et donc, on a sorti des projets qui soit étaient en gestation, soit n'existaient pas. Et simplement le fait de mettre les gens autour de la table, on crée une existence. Donc on a toujours cette histoire de filière d'équipement électronique et même de flux matière. On est toujours à travailler sur le carton. On a même le SMIRTOM qui est adhérent, hein, donc le syndicat des ordures ménagères locales. Et on fait constamment travailler tout le monde ensemble. On a un projet extrêmement intéressant d'implantation de machines à coudre dans une association de quartier en pied des immeubles pour que les femmes se forment bénévolement, mais du coup intègrent un emploi dans les entreprises de couture locales, extrêmement efficace. On a court-circuité tous les systèmes Pôle emploi, etc., et sans financement. Et ça a un taux de réussite de 80%, là où la filière Pôle emploi avait 20% de réussite. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et uniquement parce que on a fait travailler une association vraiment d'autonomisation de femmes de quartier avec une entreprise. Et puis on a mis tous les acteurs, la mobilité, enfin Keolis qui est autour de la table, Gatine en transition par rapport au numérique, etc. On a fait grandir ces femmes, ce qui aura un impact sur leurs enfants, parce que souvent c'est des femmes seules avec enfants qui sont dans les quartiers difficiles, des enfants dont elles ont du mal à avoir le contrôle parce qu'elles ne sont pas un rôle modèle. Enfin voilà, les événements récents sur Montargis montrent que c'est vraiment nécessaire d'avoir ces initiatives-là. Et puis, on a la chance, par exemple, pour prendre un autre exemple, je ne vais pas tous les citer parce qu'on a aujourd'hui, on a démarré avec 7 fiches actions, maintenant on est à 11 fiches actions. Donc en 2 ans, on développe énormément de projets. Les gens viennent nous voir même, parce qu'en fait, on a ce rôle à la fois de catalyseur et d'ingénierie d'alliance, c'est-à-dire d'arriver à faire travailler les gens ensemble et lever tous les petits freins, toutes les mauvaises raisons qui feraient qu'on n'arriverait pas à travailler ensemble, mais que les gens, voilà, par appréhension, par peur de perdre quelque chose, refusent d'aller. Mais je voulais revenir sur un autre exemple qui est extrêmement intéressant. À Montargis, on a la plus vieille maison de construction paille, c'est-à-dire ossature bois, isolation paille, au monde, qui a plus de 100 ans. Hein, elle avait fêté ses 100 ans il y a 2 ans, et qui est en très très bon état, qui consomme très peu d'énergie. On est sur un terrain, on est en limite de Beauce, nous. La paille, on en a plein. Elle est exportée dans la Beauce à des prix très bas, parce que pour du fourrage, enfin, alors que dans la construction, elle est plus valorisée. Et donc, voilà. Et puis, à côté de ça, on avait on a eu écho d'un projet d'habitat partagé avec une dimension écologique, etc. Donc, on a rapproché ces deux projets en se disant, il y a le Centre national d'information sur la construction paille, Centre européen, pardon, qui est en train qui est sorti de terre là, et qui, les 2 premières promotions sont déjà en formation. Et puis on a ce projet d'habitat partagé. Et ben, pour catalyser le projet d'habitat partagé et donner de la visibilité à la formation paille, puisqu'en fait, on a très peu d'entreprises locales qui sont formées et qui ont des gens pour en faire, et ben, on va faire un chantier école. Donc voilà, et donc le fait de faire un chantier école, l'engagement de ce projet d'habitat partagé, c'est de dire, bon, bah, on est d'accord pour faire un projet en paille, et en fusionnant ces projets, bah, on va aussi catalyser beaucoup plus d'énergie. On rassemble maintenant des agriculteurs qui vont. On a une journée d'inauguration du centre de formation en septembre, là, le 8 septembre. Et là, bah, on a effectivement déjà des adhérents agriculteurs à PERC3C qui vont mobiliser d'autres agriculteurs autour d'eux. Et on essaye d'identifier toute la filière
Et bien sûr, dans la construction, hein, pour assembler les maisons de paille, il faut être charpentier, en fait. Hein, c'est plus ce métier-là. Donc, on contacte aussi les charpentiers. Voilà. Luc, je suis Oui. désolée de vous couper. Je pourrais vois en que parler longtemps, oui. le temps passe, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a énormément d'initiatives. Et en plus, ce que je trouve très intéressant dans votre cas, c'est que vraiment, vous avez réussi à créer énormément de synergies entre acteurs d'un même territoire, justement dans cette logique d'économie industrielle circulaire. Donc, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner aussi. Et puis, je pourrais vous envoyer des liens à l'issue de ce webinaire pour approfondir un petit peu ces sujets-là. Encore 5 minutes voilà, avec vous trois pour que peut-être vous puissiez nous partager quelques éléments, alors conseils, suggestions, commentaires tout simplement sur le sujet, en tout cas quelque chose que vous voudriez transmettre aux entreprises qui nous écoutent aujourd'hui sur le sujet des alliances d'intérêt général. Donc voilà, si vous pouvez être assez concis chacun, à commencer peut-être par Charles Benoît. Oui, merci beaucoup. Trois idées à partager. D'abord, on a beaucoup parlé de confiance. Et moi, je vous invite à regarder la charte du Fer Alliance qui a été co-construite avec les territoires par la Fondation des territoires, qui est librement accessible. 7 principes, 7 logiques d'action, 7 moyens. Cette charte du Fer Alliance, c'est pour pouvoir justement ouvrir un dialogue et dire c'est quoi l'alliance que l'on veut et plutôt de partir d'un quelque chose de stéréotypé, finalement de faire le choix et de dialoguer autour des principes, des actions et des moyens prioritaires. Deuxième levier, ce sont les fiches pratiques sur finalement que font les entreprises, parce qu'on sait très bien que c'est très important que les entreprises sachent ce que font leurs pairs. Donc ce sont des fiches pratiques très très courtes, 4 pages. Il y en a une pour les entreprises, une pour les associations, une pour les fondations, une pour les collectivités territoriales. Vous verrez celle pour les entreprises, c'est vraiment du B à bas. Que font mes pairs? Quels sont les objectifs que je peux avoir, où je peux aller plus loin pour pouvoir me former, monter en compétence sur le sujet. Et puis le dernier, j'en ai parlé, c'est la base Impact Alliance, c'est-à-dire 600 exemples, même 700 exemples maintenant, puisque nous venons de rajouter 50 exemples au mois de juin, pardon, sur les modèles économiques hybrides, mais 750 exemples de partenariats, de manières de faire très concrètes, tout domaine, tout acteur, tout territoire, 350 contacts locaux. Ça, c'est très important, les fameux catalyseurs territoriaux. Vous retrouverez, par exemple, bizarrement, Percé3C sur Montargis, mais vous en avez 350 comme ça qui, très concrètement, font alliance. Et moi, je peux vous inviter vraiment à regarder la charte du Fer Alliance, cette fiche pratique entreprise, finalement, comment faire ses premiers pas, et puis, bien sûr, la base Impact, parce que pour pouvoir faire, il faut savoir ce que les autres font. Merci beaucoup, Charles Benoît. Et donc, toutes ces ressources qu'a mentionné Charles Benoît, elles vous seront transmises par mail à la suite. Mathieu, Écoutez, moi, en 2 quelques mots, commentaires? Charles Benoît a donné énormément d'outils très pertinents. Donc moi, j'irai dans quelque chose de plus global. Moi, ce que je dirais, c'est que pour initier ce genre de démarche, il faut que la gouvernance de l'entreprise ou de l'entité, quelle qu'elle soit convaincue. Et pour ça, il faut, enfin ça c'est un prérequis indispensable. Déjà, sans ça, on n'y arrive pas. Et pour ça, moi j'ai envie de jouer un peu avec le titre du webinaire, qui est finalement fédérer son écosystème pour développer son engagement sociétal. Luc le disait très bien tout à l'heure, ça permet en fait, l'intérêt général va permettre de transcender finalement nos relations, nos différences, nos relations de clients-fournisseurs, des choses comme ça. Et donc moi je pense qu'on pourrait s'amuser à inverser tout ça et dire développer son engagement sociétal pour fédérer son écosystème. Ça marche aussi très bien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une opportunité d'avoir un terrain d'échange et d'avoir un niveau de réflexion pour le bien commun et pour le bien du territoire qui est vraiment, voilà, qui va transcender les relations qu'on peut avoir habituelles. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort et ça peut vraiment aussi faire la différence auprès de la gouvernance pour les convaincre de se lancer dans ce type d'initiative. Voilà, donc moi je dirais plutôt c'est l'impulsion, je dirais qu'il faut faire de l'empirique, il ne faut pas hésiter à essayer. On peut pas toujours avoir des bonnes idées, ça peut pas toujours fonctionner, mais si on n'essaye pas, on le saura jamais. C'est basique, mais franchement, pour moi, c'est un grand principe. Et la dernière chose, je dirais, c'est de pas hésiter à faire appel, à ses pairs, de faire appel à des gens qui ont déjà fait. Moi, par exemple, vous avez, mon nom, vous m'ajoutez sur LinkedIn. Si vous voulez échanger avec moi pour savoir comment on a fait ou échanger, ce sera avec grand plaisir et je pense qu'honnêtement, la plupart de mes pairs seront dans la même position que moi, c'est-à-dire que moi, j'hésite pas à le faire d'ailleurs, à solliciter. Donc, quand je vois des bonnes idées chez des collègues, j'hésite pas à leur demander comment ils ont fait. Voilà, donc
Il faut juste se lancer et honnêtement, voilà, j'ai peu d'exemples, alors ça arrive sans doute, hein, mais j'ai peu d'exemples dans lesquels on n'a pas eu un bénéfice. Alors après, pérenniser, monter en puissance, monter à l'échelle, ça c'est des choses différentes, mais en tout cas, quand on se met ensemble autour d'un sujet environnemental ou sociétal, il y a peu de chances qu'il n'en sorte pas quelque chose de positif et en tout cas de supérieur à ce que chacun aurait pu faire dans son coin. Merci Mathieu, et je profite aussi pour vous dire que les adresses mail, en tout cas des 3 intervenants, seront aussi mises dans le mail. Donc vous pouvez tout à fait interagir avec eux par mail ou par LinkedIn si vous le souhaitez. Luc, pour finir, voilà, si vous avez le mot de la fin sur cette Ouais, question. ben, merci beaucoup. Quelle responsabilité. Alors, bah, je co-préside un groupe de travail de l'Ors et du Rameau qui s'appelle Entreprises et Territoires, donc, dans lequel beaucoup de grands groupes interviennent. Et je sens bien la tentation de mise à l'échelle, en fait, hein, c'est-à-dire de dire on va essayer d'avoir des solutions qu'on va pouvoir dupliquer un peu partout. Et ça, c'est, je pense, une erreur. Enfin, je pense que le levier, c'est vraiment d'être à l'écoute du territoire. Déjà, en identifiant bien les fragilités, les besoins de ce territoire, et puis en identifiant toutes les initiatives existantes. Parce qu'il y a enfin, dans tous les territoires, il y a énormément de gens qui se mobilisent, qui sont dans la responsabilité et qui créent des petites choses. Et c'est en allant identifier ces petites choses qui sont créées par souvent des bénévoles, etc., que on a un impact très fort et très rapide parce que du coup, on recrée pas ex nihilo quelque chose qui va venir en concurrence de choses qui existent déjà. Eh bien, on met juste un petit peu d'engrais sur cette jeune pousse et qui va éclore. Alors, il faut accepter aussi de partager le travail, c'est-à-dire, voilà, c'est du don aussi, hein, et c'est pas. Si on est dans une idée de valoriser une image, hein, marketing, on va dire, ça va pas être super efficace et on va créer son truc ex nihilo en disant c'est moi et c'est mon tampon. Mais si on est comme ça, on va être beaucoup plus efficace et on va être et on va du coup créer de la confiance dont parlait Mathieu tout à l'heure et Charles Benoît aussi. Voilà. Merci beaucoup, Luc. Merci à vous 3, dans tous les cas, pour vos interventions. Alors, le format est court, hein, 1 heure, c'est très peu. On pourrait en parler des heures, en tout cas au moins toute une matinée. J'espère qu'on vous a donné quelques éléments quand même. Déjà comprendre ce que sont les alliances d'intérêt général, comment elles s'incarnent et voilà, comment on peut les développer. Même la logique des petits pas est aussi très importante dans ce thème-là. Donc, merci beaucoup à vous 3. Je vous mets tout de suite le lien du dossier PDF, donc, mais que je pourrais vous retransmettre par mail, où vous retrouverez un regard d'expert de Charles Benoît, toujours sur ce sujet passionnant des alliances d'intérêt général. Et pour ceux que ça intéresse, je vous dis donc à bientôt pour le prochain webinaire qui sera sur le développement des offres à impact en collaboration, encore une fois, avec les entrepreneurs sociaux. Donc, cette fois, encore un autre type de partie prenante et ça sera en octobre. Voilà. Un grand merci à toutes et tous pour votre écoute. Un grand merci encore à Luc, Mathieu et Charles Benoît. J'espère à bientôt et une très bonne journée à toutes et tous.